Le journal sur Éco-Éducation TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Du matériel didactique tout neuf offert aux directions régionales de l'éducation. Une donation du ministère en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques. Des coups de fouet se sont donnés entre les jeunes de Pagouda, non à travers des heures, mais pour la célébration d'une nouvelle édition de la cérémonie d'initiation Healing. Détails sur cette pratique dans cette édition. Et puis nous irons en Indonésie pour découvrir comment des apprenties nageuses arrivent à donner des cours de natation à leur père. C'était les titres, le développement tout de suite. Une fois encore, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques a procédé à la remise officielle d'un important lot de manuels scientifiques du secondaire aux directions régionales de l'éducation le mardi 31 octobre 2023 au lycée moderne de Sokodé. La cérémonie de remise a été présidée par le secrétaire général du MEPST, Monsieur Ahiya Barakpete, représentant le ministre Kokoroko. Les différents directeurs régionaux de l'éducation DRE ont réceptionné 10 000 manuels scolaires de mathématiques, de sciences, de la vie et de la terre et de physique-chimie destinés aux élèves des classes de seconde, première et terminale des séries scientifiques en présence des chefs d'établissement de l'enseignement secondaire général de la région éducative centrale. Cette dotation vient témoigner une fois de plus de la volonté du gouvernement togolais sous le leadership de son Excellence M. Faure Essebsi Gnassingbé à améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage des matières scientifiques conformément au projet P10 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Les directeurs régionaux de l'éducation ont exprimé leur gratitude au gouvernement togolais pour ce don qui participe au renforcement des capacités scientifiques des écoles. Ils ont en outre promis de faire bon usage des manuels scolaires et de les mettre au service de la qualité de l'éducation. L'éducation reste un domaine important pour le gouvernement togolais, sans oublier bien sûr la culture dont elle fait sa promotion. Se donner des coups de fouet, ça paraît peut-être brusque, mais figurez-vous qu'il s'agit d'une pratique ancestrale à laquelle s'adonnent de nombreux jeunes de Pagouda à l'occasion de la cérémonie Healing. Reportage TVT. Le rendez-vous, c'est chaque premier samedi du mois de novembre. Rendez-vous entre les jeunes du clan Sondé et ceux de Peloude pour se mesurer à l'aide de fouets et de boucliers. Le fouet pour donner des coups et le bouclier pour parer les coups de son adversaire. Healing, c'est ainsi qu'est désignée la pratique, héritée des ancêtres. Pratique initiatique dans le souci d'aguerrir le jeune de Pagouda, appelé à défendre sa communauté et qui tient son nom d'un arbre dont les racines très résistantes servent à faire les fouets. Pour le jeune de Pagouda, Healing représente pour lui une épreuve d'endurance. Il est préparé à plusieurs niveaux. Au niveau de la base familiale, au niveau du quartier, au niveau du village, au niveau du canton et voire de la préfecture, à affronter toutes les difficultés de la vie. L'initiation Healing suit un cheminement qui conduit le jeune à gravir des échelons pour arriver à l'étape de Kindu, le point culminant. On commence très jeune, à 15 ans. Vous avez 2 ans pour grimper à Efalo. Après Efalo, on a 2 ans pour aller à Tamto. À Tamto, c'est la génération qui porte les plumes, comme des Indiens. Efalo, c'est les jeunes qui attachent les pagnes à la tête. Et à Tamto, ils ont 2 ans pour finir. Si nous prenons le cas de 2023, celui qui a porté les plumes cette année en 2023, en 2024, il devient mûr pour accéder à Kendo pour 2025 parce que c'est une fête quinquennale. Avec le sifflement des fouets, on imagine l'effet que les coups doivent avoir sur le corps. Mais pour les initiés, pas question de se soustraire à la tradition. Nos parents
avait déjà fait. Donc c'est pour cela que nous aussi on a fait. Donc c'est ça qui montre que telle année, telle personne a fait ceci, donc il dépasse telle personne. Déjà quand tu rentres sur le terrain pour commencer là, toi-même tu es fier quoi. C'est une initiation qui permet aux jeunes de connaître leur génération. Au fur et à mesure, et la terminaison, c'est être condor. Être condor, vous êtes arrivé à une étape où vous pouvez défendre votre communauté. Après l'épreuve, des réjouissances populaires sont organisées dans les quartiers. Ainsi aussi démarre Camon, la danse qui marque la période des récoltes. De la culture, nous parlons artisanat. 5000 artisans, c'est ce qu'on compte aujourd'hui au Togo. Des personnes officiellement en activité avec la moitié qui est enregistrée. Depuis plusieurs années, ce secteur bénéficie du soutien de l'Allemagne. Les détails dans ce dossier signé Charité Assimiti. Depuis plusieurs années, le secteur de l'artisanat togolais bénéficie du soutien technique de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Cologne. Cet accord de partenariat entre les deux pays comprend un projet de renforcement de capacité des chambres régionales des artisans togolais, ceci dans le but de parvenir à l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire du secteur. Ce dispositif, financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, a permis depuis 5 ans l'envoi au Togo d'experts pour des cycles de formation. Au Togo, le secteur de l'artisanat contribue de manière significative à l'économie et représente 18% du PIB. Une note sportive dans cette édition et je vous emmène dans l'un de nos pays frontaliers. Il s'agit du Bénin. C'est un sport qui prend de plus en plus de place dans le monde, le MMA. Certains passionnés ont décidé de faire la valorisation de cette discipline dans ce pays, à la découverte de cet art martial, dans cet élément de nos confrères de l'ORTB. Quand il s'affranchit de ses nombreuses tâches administratives, Wanilo n'a qu'une seule chose en tête. De 13h à 15h, on fait l'entraînement compétiteur. C'est un entraînement où je rassemble mes professionnels et amateurs, donc ceux qui font de la compétition. Et on s'entraîne, on se donne vraiment. Ça aurait pu être ce qu'on appelle un tapis ouvert, donc juste pour du sparring, donc des simulations de combat vraiment réelles. Et depuis ici, que la main est sur la poitrine, j'écrase, je viens là, okay, je pose, je descends déjà avec. À ce stade-là, j'ai limite même plus besoin de lever le bassin, ok? Mais le pouce est bien positionné. En fait, cet expert en cybersécurité est passionné d'arts martiaux mixtes. Plus jeune, Wanilo s'est exercé au karaté, mais c'est en 2005 que le jeune homme découvre le MMA qu'il ne quittera plus. J'ai commencé à Paris en tant que dans les entraînements loisirs. Ensuite, je suis passé en compétition amateur où j'ai pu être champion d'Île-de-France et vice-champion de France. Ensuite, j'ai été en semi-pro où j'ai été champion d'Île-de-France. Et ensuite, je suis passé de l'autre côté où j'ai commencé à entraîner. Ensuite, j'ai été un peu dans les organisations de MMA où j'ai pu participer en tant que juge, moniteur, arbitre, encadrant, tous les postes qui tiennent à l'organisation des événements de MMA. Depuis, ce geek a délaissé la capitale française pour son pays d'origine avec dans ses valises ses trophées de champion et dans son cœur les amours immortels de son sport favori. Sur place, il fait la connaissance de Jimmy, promoteur de Lumière MMA. Ensemble, ils restructurent l'équipe qui prendra plus tard le nom Hevioso. Au début, c'était très dur. Quand j'avais commencé, les gens ne connaissent pas cette discipline ici au Bénin, le MMA. Donc ça a été compliqué, difficile. Il faut montrer tout ce qui est meilleur dans cette discipline et tout. Petit à petit, ça a pris. Aujourd'hui, le Bénin est à l'international. C'est un sport complet qui explore des dimensions de pugilat, donc de percussion, de préhension auxquelles peuvent s'apparenter la lutte et le judo, ainsi que le combat au sol avec les frappes au sol et les soumissions au sol dans les matières de grappling et de jiu-jitsu brésilien. Bon, voilà. Boum, faites-moi ça, commencez avec l'autre main. Allez hop. Dans l'appareillage vaudou au Bénin, Hevioso, c'est le dieu du tonnerre et de la foudre. Une partie de la divinité sommeille en chacun de ses combattants, pour qui chaque séance d'entraînement est un test de résilience. Dans le dur, là où l'oxygène se fait rare, où la force physique montre ses limites, le mental prend le relais. C'est ce qui permet à Shérif, une des valeurs sûres du club,
de poursuivre son ascension. Lui qui compte déjà 9 combats professionnels pour 6 victoires et 3 défaites. Avec le MMA, il faut travailler tous les jours, hein. Donner le meilleur de toi si tu veux atteindre un certain niveau. Donc du coup, ici à Revioso, on ne s'amuse pas. Chaque séance, on essaie de donner le meilleur de nous. Donner tout ce qu'on a dans le ventre. À Revioso, l'expression s'emploie au propre comme au figuré. Homme ou femme, l'exigence est identique. Je me sens jeune. Hyde n'est qu'une amatrice, mais se donne les exigences d'une professionnelle. À Revioso, elle apprend aussi le self-défense et peut compter sur une famille prête à la défendre, comme ce jour où elle se fait attaquer en circulation. Je me rendais à un entraînement et j'étais non loin de la salle de sport. Et donc, j'ai appelé mon coach pour lui expliquer la situation. Il a débarqué avec tous les combattants de la salle et c'était trop génial. Pour porter plus haut le MMA, Wanilo a mis en place son association, le BFC, le Benin Fighting Championship, qui organise chaque année des combats. Octogone, lumière, folie, l'ambiance est identique à celle des grands soirs de combat. Le BFC a déjà connu 8 épisodes. Le but pour nous, c'est vraiment de faire de vrais professionnels qui n'auront rien à envier, n'est-ce pas, aux professionnels du monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous mettons en œuvre tout un accompagnement avec des kinés, avec de la préparation mentale. Cet après-midi, visite surprise au dojo. Jimmy, entraîneur d'Estelle Mosley, l'ex-compagne de Tony Yoka, championne olympique de boxe en 2016, est venu voir les combattants pour un moment de fraternité. C'est un mélange de rigolade et puis de travail en même temps. C'est un peu contradictoire, mais je pense que la culture africaine arrive à allier ces deux éléments-là. Pour beaucoup de profanes, le MMA reste un sport violent. Ici, on essaie de combattre les préjugés. Je demande juste aux gens d'essayer une seule séance et ensuite, à partir de là, de se faire leur propre opinion. J'invite tout un chacun à venir transpirer, à venir utiliser le MMA comme exutoire, apprendre et rentrer plus en confiance et plus grand. On a des gens qui combattent en France, en Belgique. On a même des coachs, de grands coachs européens qui viennent à Revioso s'entraîner avec nous et qui s'étonnent du niveau de nos combattants. Ce qui est compliqué pour le moment, c'est de pouvoir les placer sur les bons événements. Grandir ensemble. Voilà le rêve de ces combattants d'un genre nouveau qui ambitionnent un jour finir à l'UFC, la plus grande ligue au monde. Chaque jour, ils ont les pieds au sol, la tête dans les étoiles. En Côte d'Ivoire, les rideaux du 10e atelier régional biannuel du projet des centres d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact sur le développement sont tombés le 3 novembre. Plus d'informations dans cet élément signé Daniel Ouatier et Charité Assimti. Le 10e atelier régional biannuel du projet du Centre d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact du développement CEA Impact a fermé ses portes le vendredi 3 novembre 2023. Ouvert le mardi 31 octobre dernier, cet atelier a réuni à Abidjan, Cocody, plus de 400 universitaires de 54 centres d'excellence venus de 11 pays africains, entre autres la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, Djibouti, Gambie, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria. Pendant 4 jours, les 400 acteurs de ces CEA participants ont partagé leurs expériences, leurs réussites, leurs succès afin de consolider leur apport au développement de l'Afrique. Votre présence ici témoigne de votre engagement pour l'amélioration de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique.
L'Afrique est en train de vivre une transformation économique, sociale et technique et l'enseignement supérieur et la recherche sont un pilier essentiel de cette formation. Les programmes de renforcement des capacités et d'excellence académique que nous développons dans nos centres d'excellence contribuent directement à la croissance durable de nos pays. Nous devons capitaliser sur ces opportunités pour assurer un avenir meilleur à nos nations, a déclaré le directeur du cabinet du MESRS. Clôturant cet atelier, je nous encourage tous à maintenir la dynamique que nous avons créée ici. Continuons à partager nos expériences, à apprendre les uns des autres et à travailler ensemble pour renforcer nos institutions académiques. Nous pouvons surmonter les verrous qui se dressent devant nous et nous pouvons exploiter les opportunités qui s'offrent à nous, a encouragé le représentant du ministre Adam Diawara. Un œil sur l'actualité au Sénégal. Plusieurs personnes ont manifesté devant la grande mosquée de la capitale samedi, tout comme des milliers à travers le monde. Des manifestations pour soutenir les Palestiniens de la bande de Gaza frappés par les bombardements israéliens. Élément Africa News. Au Sénégal, devant la grande mosquée de Dakar, une manifestation de soutien aux Palestiniens a mobilisé environ 200 personnes samedi. Elle était organisée par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne qui regroupe une trentaine d'organisations islamiques et de la société civile. Je suis là aujourd'hui, comme un peu partout dans le monde, afin de dire stop au massacre des Palestiniens à Gaza, de dire à Israël d'arrêter ce massacre, de dire à Israël les enfants qu'il est en train de massacrer n'ont rien fait, de dire à Israël de respecter le droit international, de dire à Israël stop sur le massacre des écoles, et de dire à Israël couper l'eau à Gaza, c'est un crime contre l'humanité. Je ne suis pas ici en tant qu'arabe ou musulmane, je suis ici en tant qu'être humain, parce que j'ai vu les atrocités à Gaza. Je les ai vues en grandissant alors que j'avais moins de 2 ans, tous les massacres qui se produisent là-bas. Je suis ici aujourd'hui pour soutenir mon peuple, pour mettre fin à l'apartheid, au génocide et pour sauver la population de Gaza. Le mois dernier, le président Macky Sall avait lui aussi lancé un appel à la désescalade du conflit et au respect du droit international humanitaire. Et puis le même jour au Bangladesh, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes près de Dhaka des ouvriers en grève qui exigent de meilleurs salaires. Daniel Ouaché et Charité Assinti. Samedi, près de Dhaka, la police du Bangladesh a dispersé avec gaz lacrymogène des ouvriers en grève qui exigent de meilleurs salaires. Quelques 600 usines fournissant de grands groupes mondiaux d'habillement, dont Gap, Walmart, H&M, Zara, Levi's, Primark, ont rouvert après avoir été à l'arrêt pendant une semaine. Parmi les centaines d'établissements fermés figurent les plus grandes usines du pays qui fournissent toutes les gammes marques occidentales, selon Kalpona Akhter, président de la Fédération des travailleurs de l'industrie et de l'habillement du Bangladesh. Près de 10 000 ouvriers du textile ont tenté d'empêcher leur colère de reprendre leur poste dans la ville industrielle d'Ashulia, dans la grande banlieue ouest de la capitale Dhaka. Ils ont lancé les pierres et des briques sur les forces de l'ordre déployées en nombre. Les manifestants ont également tenté de bloquer les routes et l'accès aux usines avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène. Acculés par l'inflation et la forte hausse des dépenses alimentaires, ils réclament une augmentation significative de leur salaire mensuel. Or, l'organisation patronale des fabrications ne propose que 25% d'augmentation. Les ouvriers réclament, eux, une révalorisation à 23 000 TAC par mois, soit presque 8 300 TAC minimum du salaire minimum actuel, à peine 70 € par mois.
L'actualité internationale, c'est aussi ce drame. En Éthiopie, selon un rapport du gouvernement du 4 octobre, des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait une vingtaine de morts et 12 000 familles déplacées, un phénomène lié au changement climatique. Charité Assemti. Suite à l'annonce du gouvernement samedi dernier, une vingtaine de personnes ont perdu la vie et 12 000 familles déplacées de force, ceci en raison des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans la région éthiopienne de Somalie dans l'est de l'Éthiopie. Ainsi, des ponts et des routes ont été détruits, rendant l'accès aux zones affectées difficile, a affirmé le bureau de communication de l'État régional de Somalie dans un communiqué. Le mois dernier, le bureau de coordination humanitaire de l'ONU indiquait que l'Afrique de l'Est risquait de subir des précipitations plus élevées que la normale entre octobre et décembre à raison des phénomènes météorologiques El Niño. Ce phénomène est généralement associé à une augmentation des températures mondiales accompagnée de sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Depuis le début de la période de mousson en Somalie, qui s'étend généralement d'octobre en décembre, les inondations dues aux fortes pluies ont affecté au moins 45 062 personnes avec 14 décès. Depuis 40 ans, la Somalie ainsi que certaines régions d'Éthiopie et du Kenya subissent les pires sécheresses. Nous partons en Indonésie à présent et précisément aux îles Gili pour clore cette édition. Des apprenties nageuses défient les préjugés. En formation de plongée, elles donnent des leçons de natation à leur père. Suivons ce dossier signé Daniel Ouatier et Charité Assemti. Savoir nager n'est pas un acquis par tout le monde dans les îles Gili en Indonésie. Sur Gili Air, des Indonésiens en formation de plongée donnent ainsi à leur père des leçons de natation. Patience et bonne humeur au rendez-vous, elles ont pour objectif permettre à 100 filles et femmes des îles Gili de savoir nager. Les formatrices présentes dans le bassin suivent tout un programme de présentation des coraux appelés Croach Catch de l'ONG Gili Matra Bersama. Les participants profitent ainsi de leurs compétences en natation pour aider les locales, 8 élèves avides d'apprendre à nager, parfois à presque 30 ans. Des situations qui ne sont pas isolées dans la région, expliqua Bella. La plupart des hommes savent nager, mais beaucoup de femmes ne savent pas nager. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités parce que la natation peut être chère. Mais il n'y a pas seulement ça. On dit à ces femmes qu'elles ne devraient pas nager. Parce qu'ici, dans la culture, c'est mal vu qu'une femme s'expose au soleil parce que sa peau devient plus foncée. Donc, on ne veut pas qu'elle s'expose dehors au soleil. Quand elles veulent apprendre à nager, c'est difficile de trouver un lieu accessible et qui ne soit pas trop occupé aussi. Un peu plus loin près de la piscine, l'une des élèves fait le bilan des leçons de natation depuis le début de son apprentissage. Au début, c'était très physique, mais maintenant, ça devient de plus en plus facile, c'est mieux. C'est marrant, les professeurs sont drôles et très gentils, je me sens en sécurité. Wika, formatrice, est heureuse de pouvoir transmettre les plus grands défis qu'on a en faisant ce cours de natation, c'est de les aider et de les réconforter au sens de savoir que c'est ok d'être ici, dans l'eau parfois, c'est dur, mais je suis très contente de voir que les personnes viennent et veulent apprendre avec nous. D'ici quelques mois, les progrès de leurs élèves seront encore plus importants. Objectif final, savoir nager toujours avec le sourire. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir, dans les 19h45. Excellente soirée à tous.